Mais aujourd'hui, on va pas parler de aujourd'hui, on va pas parler de communication. Alors, pour commencer, alors, j'arrive pas à. Voilà, c'est bon, il est là. Alors, pour commencer, ce qu'il faudrait comprendre d'abord, c'est que je voulais partager dans ces slides euh, les exigences du milieu professionnel, parce que tout commence par là. Il faut qu'on comprenne un peu comment le milieu professionnel fonctionne. Et comme vous le savez, c'est un milieu ultra changeant et qui a ses propres exigences. Et parmi lesquelles j'en ai identifié deux, notamment la compétitivité. Donc, le milieu professionnel est un milieu extrêmement compétitif. Et donc, surtout encore dans le contexte actuel où, après la pandémie qui a un peu décimé les économies, qui a mis les économies à plat, on parle beaucoup de post-Covid, de la relance économique. Donc, c'est vraiment, tout le monde est dans la compétitivité, tout le monde veut se relever. Donc, c'est un milieu qui est très compétitif. Et de deux, c'est également l'opérationnalité. C'est-à-dire, dans le milieu professionnel, on veut des personnes qui sont opérationnelles. On n'a pas besoin, on veut pas des personnes qui vont venir observer un temps, après essayer de voir comment on peut les recycler pour pouvoir les utiliser après. C'est ça la logique du milieu professionnel. Et puis le troisième point que j'ai identifié, c'est l'adaptabilité. Le milieu professionnel, c'est un milieu où on a besoin des gens qui sont capables de s'adapter. Si on vous prend maintenant et on vous place dans un environnement, il faut avoir dans les 6 prochains mois, pardon, vous devez être capable de vous adapter dans votre nouvel environnement. C'est ça les exigences du milieu professionnel. Et du coup, ayant connaissance de tout cela, il y a quand même quelques habitudes qu'il faut développer lorsqu'on est soit dans le milieu professionnel ou lorsqu'on veut entrer dans le milieu professionnel. Et ces comportements-là, ce que j'appelle, il faut se former en permanence. C'est-à-dire que la formation est une, comment je dis, c'est une exigence permanente. Il faut toujours se former, il faut toujours rester à jour. Ça, c'est très important. Et puis, le second point, c'est viser l'excellence pour pouvoir se démarquer. Parce que comme vous le savez, tous les recruteurs, tous les chercheurs d'emploi recherchent la perle rare. Et donc, vous devez être cette perle rare. Et enfin, et ça c'est très important, vous devez être constamment dans la dynamique de faire du benchmark dans votre secteur pour comprendre les mutations et les mutations actuelles et futures. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? Comment est-ce que vous allez sur les domaines, par exemple, je dis n'importe quoi, de la finance? Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes là? Et qu'est-ce qui va changer dans les 10 prochaines années? Et ça, vous devez le comprendre. Vous devez étudier ça en permanence pour pouvoir anticiper sur ces mutations-là. Alors, je me suis intéressé aussi aux chiffres. Que disaient les chiffres concernant, parce que là, on a de plein pied dans notre sujet, concernant l'importance de l'anglais. J'ai vu un sondage qui a été publié en France, je pense qu'il date de 2012, peut-être c'est un peu vieillot, on peut actualiser ça. Et d'après les résultats de ces sondages, 83% des personnes estiment que l'anglais est un savoir incontournable. Voilà. Et 61% d'entre eux considèrent que sa maîtrise est une valorisation professionnelle. Donc, ces chiffres nous permettent quand même d'avoir une idée sur l'importance, jusqu'à quel point l'anglais est primordial dans le milieu professionnel. Je ne vais pas entrer dans je pense que ce n'est pas nécessaire que je revienne sur le fait quand même que c'est c'est la première langue parlée à l'international. Bon, quand je dis à l'international, dans le milieu professionnel, parce qu'après, si on exclut le mandarin, dans les échanges, quand même, c'est quand même l'une des premières langues. Donc, ça prouve quand même que l'anglais est prépondérant et donc, sa maîtrise en vaut la peine. Et le deuxième chiffre qui a un peu attiré mon attention, c'est le budget que certaines organisations consacrent dans la formation de leur personnel dans la maîtrise de l'anglais. Il est de 12%, c'est quand même beaucoup. Ça prouve quand même de l'intérêt que ça prend. Voilà. Alors maintenant, la maîtrise de l'anglais, c'est très important. Mais pourquoi faire? Pour tout cela, c'est pourquoi il faut maîtriser l'anglais et tout, compte tenu maintenant des chiffres que nous venons de voir. Qu'est-ce qu'on gagne après tout cela? Alors, on gagne beaucoup de choses lorsqu'on maîtrise l'anglais. Je n'ai pas voulu être exhaustif, donc j'ai donné quelques points qui me semblaient très pertinents. La première chose qu'on gagne, ça te permet de booster ta carrière professionnelle.
Voilà, ça te permet de booster la plupart des offres aujourd'hui. On vous demande l'anglais fait partie des conditions pour décrocher ce boulot, ce job, ce poste-là. Voilà, donc donc la maîtrise de l'anglais vous permet justement de booster votre carrière professionnelle, tout au moins si vous êtes ambitieux. Si vous ne l'êtes pas, peut-être vous allez dire que ce n'est pas nécessaire. Pardon? Non, monsieur Cyril, allez-y, c'est juste quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, allez-y. D'accord, vous me recevez parfaitement, merci. Oui, c'est parfait. D'accord, donc, et ça vous permet, le deuxième point qu'on gagne en maîtrisant l'anglais, les rouages de les spécificités de l'anglais, c'est de décrocher un meilleur job à l'international. Alors, pour toutes les personnes qui ont l'ambition, qui souhaitent avoir une carrière tournée à l'international, l'anglais, c'est un impératif, c'est un must. Vous deviez absolument apprendre l'anglais pour le maîtriser. Sinon, bon, vous aurez un poste à l'échelle nationale ou à l'échelle pays. Donc, voilà. Donc, Allô, vous recevez toujours monsieur Cyril ou pas? on maîtrise l'anglais pour pouvoir se démarquer sur le marché de l'emploi. Alors maintenant, comment ça se passe? Alors moi, j'essaie de mettre ça un pas après un autre. On n'a pas besoin, à défaut, pas qu'on n'a pas besoin. Dans l'idéal, il faut être fluent en anglais, mais à défaut de l'être, il faut savoir au minimum. Dans la pratique de tous les jours, dans le milieu professionnel, savoir décrocher un appel, parler, si vous avez par exemple des partenaires, des prestataires avec qui vous échangez régulièrement, vous devez être capable de tenir une conversation au téléphone. Voilà, c'est ça, vous devez être capable d'écrire un mail en bonne et due forme, voilà, en bonne et due forme en anglais, et qui respecte quand même, comment on appelle ça, les standards. Les standards, vous êtes capable, aujourd'hui on participe aux réunions en ligne, vous êtes des partenaires, vous êtes capable de suivre, non seulement de participer, mais de suivre et d'intervenir. Et vous devez aussi être capable aussi comment je vais dire ça, d'éditer des documents en anglais. Voilà, en faisant aussi attention au jargon qui est parce que selon qu'on est par exemple dans la communication, voilà, il y a un jargon spécifique qui est différent par exemple de la médecine et ça, parfois la traduction n'est pas toujours celle qu'on veut. Donc, vous devez être capable de le faire. Et je parle parce que moi, je le fais au quotidien. Voilà, ça, c'est très important. Ce sont les petits détails quand même sur lesquels vous pouvez miser, savoir tenir, à défaut d'être fluent, voilà, voilà, et tout ça. Donc, vous devez poser un pas après un autre dans l'environnement professionnel, du moins pour ceux qui sont déjà intégrés. Pardon. So what are the first steps? Alors, comment on commence par où dans tout cela? On a beaucoup dit, on gagne, on a vu ce qu'on gagne, on a vu, comment je dis ça, comment on peut poser les pas, mais quels sont les premiers pas? Où est-ce qu'on commence? Alors, il est unanimement reconnu que le meilleur moyen d'apprendre l'anglais, c'est en situation réelle. Parce qu'il y a un adage en anglais qui dit que practice makes perfect. Donc, c'est en pratiquant qu'on essaie d'assimiler l'anglais. Donc, c'est le meilleur apprentissage, au-delà des cours qu'on va faire qui sont aussi intéressants. L'autre moyen aussi qui est très important, si vous pouvez le permettre, si vous pouvez, c'est faire des immersions dans des pays ou organisations anglophones. Alors, pour les étudiants, par exemple, pour ceux qui sont en fin de formation, voilà, moi, je vous conseillerais des stages de bénévolat dans des organisations, dans les secteurs dans les pays anglophones, par exemple, ça marche. Vous demandez juste vous envoyez des demandes, je ne sais pas moi, au Rwanda, au Ghana, au Nigeria, voilà, pour faire une immersion dans ces organisations structurées complètement anglophones. Ça vous permet aussi de vous imprégner un peu de la culture anglo-saxonne. Et ça, c'est un début. Ça peut vous permettre d'améliorer quand même votre niveau en anglais. Et puis, of course, vous pouvez aussi vous inscrire pour des cours intensifs pour améliorer dans les salles linguistiques qui proposent un peu des cours en anglais.
Donc, voilà un tout petit peu. Mais le meilleur moyen reste l'apprentissage en situation. Voilà, au-delà de tout. Toutes les langues en général, c'est le meilleur moyen. Alors, qu'en est-il du numérique? Puisque la thématique, en fait, c'était la connaissance de la maîtrise de l'anglais et du numérique. Alors, qu'en est-il du numérique également? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, je voulais pas faire la présentation un peu très académique, mais je voulais quand même m'attarder sur le concept. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend par numérique? Alors, dans mon acception, à moi, dans mon entendement, je pense que c'est l'essor des nouvelles technologies, puis, des nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux, les plateformes web, les outils et logiciels numériques, etc. Alors, deux choses caractérisent cet univers numérique-là, ce que j'appelle la rapidité. Tout va extrêmement vite dans le numérique, ça va tellement vite, les tendances. Vous avez vu, moi, par exemple, j'observe les mutations qui se déroulent dans ce secteur-là. Je vous donne un exemple très, très simple. Ceux qui ont quand même, je pense que c'est, si je ne me trompe pas, le format que, par exemple, pour ceux qui sont sur, on appelle ça quoi, sur TikTok, par exemple, le format que TikTok a proposé, voilà, pour attirer un tout petit peu ses abonnés et tout le reste, c'est un format extrêmement intéressant et qui aujourd'hui d'autres plateformes le récupèrent. Par exemple, on a vu YouTube récupérer le même format, Facebook également récupérer le même moment. C'est pour montrer quand même qu'il y a quand même une certaine rapidité, ça va tout changer dans cet univers et à une vitesse vertigineuse. Et le deuxième élément qui caractérise cet univers-là, c'est ce que j'appelle la technicité. Ça suppose la maîtrise des usages, parce que pour chaque innovation, il faut savoir maîtriser les usages, les codes de cette innovation-là. Et donc, ça, c'est les deux choses. Alors, donc, le numérique, c'est donc finalement, c'est un phénomène global qui bouleverse complètement notre quotidien et notre façon de travailler. Et en même temps, également, ça nous offre beaucoup d'opportunités. Voilà, qui implique pour certaines responsabilités, qui demande toujours de se former et de renforcer ses capacités. Voilà. Alors, quelques avantages, j'en ai listé 3 du numérique, par exemple. C'est un secteur dynamique, ça je venais de le dire, et qui est en pleine croissance. Et c'est un secteur qui nous permet aujourd'hui d'avoir une accessibilité de l'information et le numérique. Aujourd'hui, il y a des tutoriels sur le numérique. On peut se former sans aller à l'école, sans suivre un cursus classique. Donc, c'est extrêmement important. Voilà, ça nous permet aujourd'hui de tenir en compte comme celle-ci. Voilà, donc, et puis aussi la rentabilité. Beaucoup de personnes développent des business sur le numérique, ça les porte beaucoup d'argent. Et tout ça, donc, c'est très important de saisir ces opportunités-là. Alors maintenant, j'ai voulu faire un focus sur un paradoxe. Et ça, c'est complètement, c'est obvious en Afrique. Le numérique est un secteur qui pourvoyait d'emplois, mais où on trouve encore une forte pénurie de compétences. Là, c'est vraiment un peu... C'est vraiment, de l'autre côté, on a un secteur qui est pourvoyeur d'emplois et de l'autre côté, on a une demande, comment je dis ça, en termes de ressources humaines qui n'est pas assez forte ou alors qui ne correspond pas à l'offre. Donc, ça, il faut... Et quand je l'ai dit, du coup, ça devient comme, je veux dire ça, une niche pour beaucoup, ceux qui sont en quête d'emploi et tout le reste. Vous voyez comment est-ce que vous pouvez explorer cette niche-là pour pouvoir décrocher un job, tirer un avantage, à votre avantage, pardon. Alors, les compétences recherchées dans le domaine du numérique, alors, de manière globale, sans être réel et tout le reste. Donc, on a besoin de maîtriser cela et faire de l'amateurisme. Parce que la vérité, c'est qu'en Afrique, on fait beaucoup d'amateurisme. Dans notre canton, on fait beaucoup d'amateurisme. Les gens se positionnent un peu comme des experts de tel alors qu'ils sont des experts de rien. Et tout ça. Et là, il faudrait corriger cela. Donc, la gestion des réseaux sociaux, c'est très important. La gestion des plateformes de téléconférence. Avec la pandémie, quand même, on a vu quand même, il y a un boom de ces plateformes-là qui ont émergé, Zoom, Teams, Google Meet, pour ceux qui sont populaires, il y en a d'autres. Et la maîtrise de ces outils-là n'est pas toujours évidente pour tout le monde.
Donc, et je pense que c'est important de faire des formations pour cela, pour savoir comment on gère ces plateformes-là, comment on organise et payer ces formes. Nous, on organise, dans le cadre de mon organisation, par exemple, nous, on organise beaucoup de rencontres en ligne avec des partenaires et tout le reste. Parfois, on fait appel aux prestataires pour nous aider comment animer ces organisations-là, pardon, ces rencontres-là. Et donc, je pense que c'est une niche de compétences qu'il faudrait peut-être rechercher et avoir et développer. Et la création de contenu, alors la création de contenu, c'est très important aussi parce que le numérique se nourrit du contenu. Se nourrit du contenu et on a besoin des gens qui sont capables de créer du contenu, mais alors du contenu à forte valeur ajoutée, pas du contenu basique, pas de gamme, non, du contenu, du vrai contenu à forte valeur ajoutée. Et puis de l'infographie, du graphisme, la création des sites web, la création des applications, tout ça sont les compétences qui sont recherchées et qui sont que comment on appelle ça, le numérique a essayer de relever. Voilà. Alors moi, je vais faire un focus, en parlant de tout cela, je fais un focus sur la communication parce que parler de numérique, autant qu'on peut être dans le domaine des finances, on peut voir un peu les spécificités du numérique là-bas, mais je ne voulais pas m'aventurer non plus dans un secteur que je ne maîtrise pas, autant mieux faire pour celui que je maîtrise le mieux. Donc, je voulais faire un focus sur le secteur de la com parce que je le maîtrise. Avec le numérique quand même, la communication, c'est complexifié. C'est complexifié, on a des récepteurs qui se sont démultipliés, qui sont de plus en plus capricieux et on n'arrive pas parfois à cerner leurs habitudes, ce qu'ils cherchent, ils sont de plus en plus insatisfaits et tout. Donc, ça, c'est très important, c'est tout ce que le numérique a apporté. Tout à l'heure, je disais que ça a bouleversé beaucoup de choses. Les annonceurs ne sont plus les seuls garants de leur communication. Je prends un exemple. Orange, par exemple, n'est pas aujourd'hui le seul maître de sa communication. Elle n'est pas là. Tout le monde maintenant peut, et tu dois être vigilant pour cela. Donc, le modèle de communication de type vertical a cédé place à celui de type horizontal. C'est très important de comprendre ce changement-là, ce basculement. Et puis également, il y a des risques de crise qui se sont multipliés. Voilà, vraiment, et là encore, c'est une niche. Voilà, des risques, des crises qui se multiplient à longueur de journée, on en voit. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler d'une crise et la gestion de cette crise-là est un impératif. Et ça, c'est tout ce que le numérique a créé. Et donc, pour chaque bouleversement, il y a une compétence qui est recherchée derrière ce bouleversement-là. Et donc, des compétences qui sont recherchées et dont on a parlé tout à l'heure. Alors, vers où s'orienter? Ici, c'est mes recommandations à moi. Compte tenu du fait que je suis dans le métier, ce sont mes recommandations à moi qui sont un peu l'avenir dans la communication. Bon, pas l'avenir dans la communication de manière mais de manière globale, mais qui sont de plus en plus sollicitées. La création des vidéos au format motion design. Alors, c'est une recommandation, si je peux donner une recommandation en termes de formation, si vous voulez vous former, vous orienter quelque part, essayez de vous spécialiser dans la création des vidéos au format. J'aurais pu faire, vous montrer un peu un modèle de vidéo, motion design, mais bon, je n'ai pas eu le temps. Motion design, de Draw My Life et tout ça, vous pouvez aller sur Internet, vous allez regarder. Et également le graphisme avec la maîtrise de tous les logiciels, Photoshop et tout ce qui va avec. Donc, c'est très important aujourd'hui, surtout quand on a une présence sur le net, si on a une présence sur les réseaux sociaux, ces deux compétences sont vraiment, mais alors vraiment capitales, en sachant qu'après, il y a d'autres, si vous travaillez dans il y a d'autres compétences qu'il faut, comment on appelle ça, compléter, notamment le rédactionnel, la stratégie et tout le reste. Bon, ça, ce n'est pas. Mais pour moi, ce sont des recommandations fortes que je formule à l'issue de cet entretien. Et pour finir, je ne vais pas je vais continuer avec une pensée que j'aime beaucoup, c'est tiré d'un psaume qui dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. On peut avoir toutes ces compétences, on peut avoir maîtrisé l'anglais, maîtriser le numérique et tout ce qui va avec. Je pense aussi, ça c'est ma conviction personnelle, qu'à côté de tout cela, on a besoin aussi un peu de foi dans ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a une grosse part de la foi qui
entre dans toutes nos activités et donc faire confiance à Dieu dans tout ce qu'on fait et puis le monde sera à notre portée. Et donc, je vous remercie en espérant avoir tenu le Alors, merci beaucoup, Monsieur Cyril. Je vais laisser le protocole continuer de présenter les autres points inscrits à l'ordre du jour. Surtout, demander s'il y a les questions éventuelles. Merci beaucoup. Alors, chers amis, y a-t-il des questions par rapport à la présentation de Monsieur Cyril? Allô? Allô, vous me recevez? Oui, Chers amis, protocole, on te reçoit. y a des questions? Si c'est le cas, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. OK, président. Président? Oui, président, je te reçois parfaitement. OK, d'accord. Donc, si tu me le permets, donc avec ta permission, en attendant que les amis ne posent leurs questions, Monsieur Cyril, j'aimerais vraiment vous remercier pour la présentation qui a été de qualité. Personnellement, je me demandais si moi, j'allais apprendre quelque chose en plus, mais si il y a eu des rappels, mais il y a eu également beaucoup de nouvelles choses que j'ai personnellement apprises. Merci également pour les recommandations de fin. Euh, J'aimerais juste appuyer en disant que effectivement l'anglais aujourd'hui est incontournable et on ne parle pas de l'anglais qu'on apprend uniquement avec les séries et qu'on parle entre amis. Pour vraiment pouvoir atteindre ce genre de poste et de niveau de job à l'international, il faut vraiment aller plus loin que ça, faire des certifications. Je pense, Monsieur Cyril, vous me direz si c'est effectivement le cas. Donc, je pense qu'il y a le TOEFL et puis un second dont j'oublie le nom. Même hier, il y a une grande sœur qui bosse dans un organisme international là, en Centrafrique et qui me rappelait encore ça, oui. Après ton master, n'oublie pas de faire telle et telle certification en anglais et tout. Et après, tu verras que, boum, tu vas exploser. Donc, c'était juste un petit apport, en fait, par rapport à ça. Et donc, moi, ma question, Monsieur Cyril, ce serait, est-ce que sur Dakar, vous recommandez particulièrement une école ou un type de formation pour apprendre l'anglais de un? Et de deux, quelles sont les certifications que vous recommandez de faire? Donc, j'ai parlé du TOEFL rapidement, mais je sais qu'il y en a d'autres encore. Merci. Alors, merci beaucoup, président. Je crois que je vais également suivre tes pas et poser une question parce que apparemment, parmi nos participants, pour le moment, il n'y en a pas. Alors, tout à l'heure, le présentateur parlait de, de l'anglais comme première langue. Vous savez, moi, personnellement, je trouve ça un peu injuste, en fait, parce que nous sommes dans un monde de 7 milliards d'habitants, avec la Chine qui a environ 2 milliards, 1 milliard et quelques, et qui a annoncé comme future population dominante du monde. Donc, selon moi, je le défends, c'est une idée que je défends souvent et en laquelle je crois beaucoup. Je crois que le mandarin est une langue très sous-cotée et je me dis même que c'est la langue du futur. Le mandarin, la langue chinoise, c'est une langue du futur. Quand on me dit généralement que c'est l'anglais,